La matinée du 8 août 2014 a commencé de manière très mouvementée pour les médias locaux d'une ville australienne. En effet, pendant la nuit, un corps avait été retrouvé à l'extérieur d'une résidence de la région. Il était évident que la victime était tombée de l'un des étages les plus élevés de l'immeuble. En effet, dans l'état où elle se trouvait, avec le corps très aplati et défiguré, il a même été difficile de déterminer la taille de cette personne. Sans téléphone portable ni aucun autre document d'identité, il savait seulement qu'il s'agissait d'une femme qui a ensuite été identifiée. L'affaire d'aujourd'hui va raconter une terrible tragédie qui a fait la une des médias australiens. Principalement parce que les dernières minutes de vie de cette victime ont été enregistrées en photo par l'un des voisins de l'appartement du dessous, d'où elle est tombée, et par des enregistrements audio réalisés par le principal soutien suspecté du crime. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Rihanna Wright. Rihanna Tagpuno Wright était née le 20 mai 1988 à Bulacan, une province des Philippines. Ses parents étaient de Warren Wright, un électricien spécialisé en haute tension, et Marsabeth Tagpuno, une dirigeante religieuse de la communauté locale. En plus d'elle, le couple avait une fille cadette appelée Maresa. Bien qu'il résidait aux Philippines, Warren était né et avait grandi en Nouvelle-Zélande. Même avec une bonne situation financière aux Philippines. Warren croyait que ses filles auraient un plus d'opportunités si elles étudiaient et grandissaient dans son pays d'origine. Par conséquent, lorsque les filles allèrent commencer l'école, au début des années 90, la famille a déménagé à Porirua, une ville située dans la province de Wellington, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. L'enfance et l'adolescence de Rihanna ont été complètement paisibles. Elle était proche de sa famille, en particulier de sa sœur cadette, qui était aussi sa meilleure amie. La relation avec ses parents était très bonne, et à l'école, elle était une élève très studieuse. En grandissant, Rihanna est devenue une très belle femme, qui attirait l'attention partout où elle allait. Elle travaillait dans une banque appelée Kiwi Bank, dans le service des cartes de crédit, où elle se distinguait. Elle suivait des cours de certification pour obtenir une promotion, vivant chez ses parents avec peu de dépenses. De l'argent. En 2014, après la fin amicale d'une relation qui a duré plus de 5 ans, Rihanna, à 26 ans, a décidé de donner une chance à quelque chose qui gagnait en popularité à l'époque. Les applications de rencontres, et elle s'est inscrite sur Tinder. Cependant, au début, rien de marquant n'est apparu, à part quelques flirts et dragues occasionnelles. En juillet de cette année-là, l'une de ses collègues allait se marier dans la ville de Gold Coast, en Australie, et elle a été invitée à la cérémonie. Étant donné que juillet est l'hiver en Nouvelle-Zélande, Rihanna a vu dans ce mariage une excellente occasion de prendre des vacances et d'échapper au froid local. Son objectif était de profiter d'un repos bien mérité, en profitant des plages et du soleil de l'Australie où la saison était plus douce. Ainsi, elle a voyagé le 24 juillet prévoyant d'y rester environ 3 semaines. La cérémonie a eu lieu début août et tout s'est bien passé. Elle avait encore quelques jours de libre avant son retour et a continué ses vacances, visitant des plages le matin et des bars et restaurants le soir. Pendant tout son séjour, elle était active sur Tinder. Une nouvelle ville signifiait de nouvelles opportunités de rencontrer des gens, que ce soit pour sortir, prendre un verre, discuter ou, qui sait, quelque chose de plus. Quelques jours après la cérémonie, elle avait liké le profil d'un jeune homme de 28 ans appelé Gable Tosti. Et, à sa grande surprise, l'application a indiqué qu'il avait aussi liké son profil. Les messages qu'ils ont échangés ont commencé calmement, mais ont rapidement pris des tons plus intimes et intenses. Jusqu'à ce qu'ils décident tous les deux de se rencontrer dans la soirée du 7. Le lieu convenu était le centre commercial Cavill Mall Surfers Paradise, situé sur l'avenue Cavill. Les caméras de sécurité du lieu ont montré les deux se rencontrer vers 20h45. Ils sont entrés dans un restaurant, mais ils sont restés moins de 10 minutes sur place.
Ensuite, les deux ont été vus marchant sur l'avenue jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une supérette et y entrent, achètent des boissons et une boisson énergisante. Ensuite, ils sont allés jusqu'à la résidence Surfers Paradise Avalon, où se trouvait l'appartement de Gable, pour passer la nuit ensemble. Mais cette nuit-là, qui était censée être remplie de tendresse et d'amour intense, ne s'est pas du tout déroulée comme prévu. À quelques jours de la fin de son voyage de vacances en Australie, elle pensait sûrement qu'elle repartirait par le même endroit par lequel elle était entrée, la porte d'entrée. Pour cette raison, personne n'aurait imaginé. Que apenas o seu corpo voltaria para casa. Après qu'elle ait fait une chute mortelle du balcon du 14e étage de cet immeuble, le matin du 8 août, les médias locaux étaient en pleine effervescence après avoir reçu l'information qu'une victime était tombée d'un étage de cet immeuble, même si, au début, personne ne savait encore de quel étage. Il était évident qu'elle était tombée d'un des étages les plus élevés. Étant donné l'état dans lequel elle a s'était retrouvée, avec le corps très défiguré et gravement endommagé, il a même été difficile de déterminer sa taille. Sans téléphone portable ni aucun autre document, il s'avère seulement qu'il s'agissait d'une femme. Après avoir prélevé des échantillons de son sang et les avoir emmenés au laboratoire, ils ont pu obtenir une information importante. Le taux d'alcoolémie de la victime était extrêmement élevé. Au cours de l'enquête auprès des habitants des immeubles, plusieurs témoins ont affirmé avoir vu la jeune fille suspendue au balcon, apparemment en train d'essayer de descendre à l'étage inférieur. Nick Cassé, par exemple, Estava visitando casal de amigos. Son ami qui vivait juste en dessous a même vu la jeune femme suspendue au balcon. Il a essayé de la convaincre de revenir parce qu'il n'était pas possible de descendre par là, puisqu'elle aurait dû se lâcher pour tomber un peu, et tout faux pas aurait pu être fatal. La deuxième était une femme appelée Gabrielle Collier-Widener, qui s'est réveillée vers 2h du matin à cause du tumulte des voisins criant sur le balcon. Quand elle est allée sur le balcon pour voir ce qui se passait, Viu a mulher pendurada do lado de fora. Quelques secondes après, la jeune femme est tombée. C'est elle qui a prévenu les autorités en premier. Munis des informations des témoins, les policiers ont alors su exactement de quel appartement elle était tombée, l'appartement de Gable. Cependant, le jeune homme n'était pas là. Ils ont fait irruption sur les lieux, qui étaient complètement en désordre, avec des canettes de bière éparpillées, des vitres brisées et des pierres ornementales. Il était clair qu'une bagarre avait eu lieu là-bas. Le balcon, quant à lui, était fermé. C'est dans l'appartement qu'ils ont trouvé le sac de la victime avec ses documents, ce qui a permis de l'identifier. Bien que la cause du décès soit claire, une chute mortelle, les circonstances restaient encore floues. Même s'il restait de nombreuses questions à élucider, 3 d'entre elles nécessitaient des réponses urgentes. Où se trouvait Gable lorsque tout est arrivé ? Où était-il maintenant ? Et en dehors du fait qu'il connaissait déjà son nom, qui était exactement cette jeune fille ? Ces réponses ne viendraient qu'une semaine après les faits, le 15 août, lorsque Gable fut retrouvé chez ses parents. La police est arrivée sur place vers 10h30 du matin alors qu'il dormait encore, et il n'a pas résisté à son arrestation. Il a suivi les autorités au commissariat. Son avocat s'est déclaré innocent et a expliqué comment tout s'est passé. Il a dit que tout était un accident et a remis une série d'enregistrements qu'il avait sur son téléphone portable. C'est grâce à ces fichiers que la police a pu découvrir ce qui s'était réellement passé. Gable Tolsty est né en 1986 en Australie. Il a grandi dans un environnement familial sans problème de cohabitation et ses parents lui ont toujours donné tout ce qu'il voulait. Il était à l'aise financièrement car son père possédait une entreprise prospère de vente, de nettoyage et d'entretien de tapis. Cependant, alors qu'il était encore au lycée, le garçon a eu de sérieux problèmes d'estime de soi et était décrit par de nombreux camarades comme étrange. Pour pallier cela, il a commencé à boire très jeune et, par conséquent, il a développé un problème avec l'alcool. Lorsqu'il avait 18 ans, lui et quelques amis ont été pris dans une affaire de falsification de documents. Plus précisément, il fabriquait de fausses identités pour que des mineurs puissent entrer dans des événements locaux.
L'affaire a conduit Gable et les autres devant un tribunal, où le juge a décidé de ne pas les punir par une peine de prison, mais seulement de leur infliger une amende, comme avertissement. Cet épisode l'a amené à s'éloigner des rares amis qu'il avait, devenant une personne encore plus recluse socialement, y compris dans ses relations avec les filles. Le seul contact qu'il entretenait régulièrement était avec un groupe en ligne, sur un forum d'organisation, et le juge des hommes passionnés de culturisme. Là-bas, il partageait ses difficultés, en particulier avec son estime de soi, et les autres membres ont commencé à lui donner des conseils sur ce qu'il pourrait faire pour l'améliorer. Comme s'entraîner plus souvent, bien dormir, boire beaucoup d'eau, méditer et mieux s'alimenter. Gable a suivi les conseils et, avec le temps, il a commencé à remarquer la différence. Son corps est devenu plus musclé, sa silhouette plus élancée, et il est devenu une personne de plus en plus confiante en lui. Il a cessé d'être l'étrange pour devenir quelqu'un qui attirait beaucoup l'attention. Par conséquent, il a commencé à avoir beaucoup plus de rendez-vous avec des femmes, un fait curieux à observer et en réalité quelque peu troublant. C'est que, après avoir terminé cette transformation et commencé à fréquenter plusieurs femmes, Gable Passou a anotar o nome. Toutes les compagnes qu'il emmenait dans son appartement. Il a également installé des caméras à l'intérieur de l'endroit, avec lesquelles il enregistrait des images des nuits qu'il passait accompagné. Ces images étaient parfois partagées sur le forum, étant exhibées comme un trophée. Gable utilisait aussi son téléphone comme enregistreur, en plus des caméras. L'une des personnes de ce forum a même commenté qu'il devait consulter un psychologue. Car bien qu'il croyait que son estime de soi était rétablie, il se comportait comme s'il devait le prouver, ce qui, en fait, n'était pas un comportement sain. Cependant, même si la question de l'estime de soi semblait résolue, il n'a pas arrêté de boire, ce qui provoquait souvent des problèmes dans les établissements qu'il fréquentait. Le jeune homme avait été banni de plusieurs bars pour avoir eu un comportement suspect avec des femmes, comme les harceler et agir de manière étrange avec beaucoup d'entre elles. D'ailleurs, en juillet, 2 semaines avant de rencontrer Wariena sur Tinder. Il a été surpris à conduire la 160 km/h. Une route après être sorti d'un festival de musique électronique. Lorsque la police l'a intercepté et qu'il a passé le test d'alcoolémie, il a été révélé que son taux d'alcool dans le sang était 4 fois supérieur à la limite autorisée. Cependant, une fois de plus, il a seulement dû payer une amende pour le crime et a ensuite été libre, simplement interdit de conduire pendant un certain temps. Maintenant, avec le profil de Gable, la police était encline à croire qu'il avait un lien direct, physiquement parlant, avec la chute de la victime. Cependant, de façon surprenante, tous ces enregistrements secrets qu'il avait faits dans son propre appartement allaient apporter un rebondissement incroyable à toute cette affaire. Selon les preuves qu'il a présentées, après que tous les deux soient montés à l'appartement, ils ont commencé à boire et à discuter. Ensuite, la bière est terminée et Gable a décidé de servir une vodka artisanale qu'il produisait lui-même chez lui, appelée Moonshine. Il faut noter qu'à un moment, la jeune femme a dit être déjà ivre, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à lui servir de l'alcool. Les deux ont continué à boire et ont commencé à prendre quelques selfies ensemble, jusqu'à ce qu'ils aient finalement une relation intime. Au cours de la nuit, Wariena oscillait dans son humeur. Parfois elle répondait avec colère, parfois elle disait que c'était l'un des meilleurs jours de ses vacances et qu'elle était totalement livrée à lui. Entre agir comme si elle voulait être là et comme si elle ne voulait pas, Gable a commencé à s'énerver face à toute la situation. Vers 1h30 du matin, Wariena a dit qu'elle voulait partir et qu'elle ne retrouvait pas son téléphone portable. Elle a commencé à accuser Gable de la disparition de son appareil, tandis qu'il semblait essayer de l'aider, et ainsi une nouvelle dispute a éclaté. D'après les enregistrements audio disponibles, on peut constater que tous les deux étaient un peu ivres. Pendant qu'ils cherchèrent le téléphone portable, elle l'a menacé physiquement, disant qu'elle lui casserait la mâchoire. Elle a commencé à lui lancer des objets de décoration de la maison, jusqu'à ce qu'il perde patience et décide de l'enfermer sur le balcon pour la maîtriser. D'après ce qu'il raconte, il dit qu'il l'a enfermée uniquement pour qu'elle se calme.
Cependant, cette partie de l'histoire est vraiment terrifiante. Surtout parce qu'à ce moment précis, on peut entendre sur l'enregistrement Wariena crier désespérément 31 fois le mot « non » pendant qu'il l'emmenait sur le balcon. Pour qui tu te prends, bordel? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Quelques minutes plus tard, elle a tenté de descendre au rez-de-chaussée. Et en raison de toutes les circonstances, surtout du fait qu'elle était assez alcoolisée, elle a fini par perdre le contrôle dans le processus. Et elle est tombée du 14e étage. En réalisant ce qui s'était passé, le premier appel de Gable, qui aurait dû être aux autorités, a en fait été passé à son avocat, mais à cause de l'heure, il n'a pas répondu. Gable est alors descendu et est sorti de l'immeuble par le garage, afin d'éviter de croiser l'agitation devant le corps et l'immeuble. Vers 3 heures du matin, étrangement, il s'est arrêté dans un snack et a commandé une part de pizza. Peu de temps après, il a appelé son père et lui a expliqué toute la situation. Son père s'est précipité pour aller le chercher et ainsi ils sont allés à la résidence où la famille s'habitait. Gable est resté là jusqu'à l'arrivée de la police la semaine suivante avec le suspect en garde à vue. Et toutes ces informations ayant été révélées, il appartenait maintenant à la police d'analyser tout cela afin de parvenir à une conclusion, pour savoir s'il s'agissait d'un accident ou non. Mais en attendant, Gable resterait en détention. Quelques jours plus tard, son avocat a obtenu sa libération contre le paiement d'une caution de 200 000 $ et un accord selon lequel il lui serait interdit d'accéder à tout réseau social, de consommer de l'alcool, de donner des interviews et de se trouver hors de la maison de ses parents après 18 heures. Ces interdictions resteraient en vigueur jusqu'à la fin du procès. Le procès n'a commencé que 2 ans plus tard, en octobre 2016. Au cours des audiences, les enregistrements des caméras de l'appartement ont été diffusés au jury, montrant qu'en effet, le jeune homme n'était pas sur le balcon au moment où Ariana est tombée, mais qui mettait également en avant certaines de ses phrases au ton abusif comme « Tu as de la chance que je ne te jette pas du balcon ». Selon le parquet, Gable avait complètement acculé Wariena avec ses menaces et intimidations, en plus d'être très ivre, ce qui a complètement nui à sa capacité de penser rationnellement. Enfermée sur le balcon et se retrouvant sans beaucoup d'options, elle a vu l'escalade vers l'étage inférieur comme la seule alternative pour s'échapper, ce qui a fini par entraîner sa mort. Quant à la défense, elle a affirmé que Gable n'avait utilisé que la force nécessaire pour maîtriser la jeune fille qui à ce moment-là était dans un état très agité et même violent. Après avoir abusé de l'alcool, ils ont même comparé la situation à une bagarre de bar qui aurait pu se terminer par un accident. Comme par exemple lorsqu'un couple ivre se dispute et que l'un d'eux s'en va. En traversant la rue, celui qui est parti se fait renverser et meurt. L'autre personne ne pourrait pas être tenue responsable de la décision de cette personne de traverser la rue. Cependant, chaque cas est unique. Moi, personnellement, je trouve étrange de comparer un cas où la victime était enfermée sur le balcon d'un appartement contre sa volonté. Et qui sait pourquoi elle a voulu s'enfuir de là en sautant du balcon avec une situation hypothétique de bagarre dans un bar et de traversée d'une rue. Le procès n'a duré que 6 jours et le jury, composé à parts égales d'hommes et de femmes, 6 de chaque côté, a délibéré pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une décision. Gable a été reconnu innocent de l'accusation d'homicide involontaire, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'intention de tuer. Et il est sorti du tribunal en homme libre, toutes les restrictions concernant sa vie sociale ayant été levées.
La conclusion à laquelle ils sont arrivés était que Wariena était tombée de son propre chef, et que les actions de Gable n'ont eu aucune influence sur sa décision d'essayer d'escalader le balcon de l'immeuble. Tout cela avait été un terrible accident. Bien que, à la sortie du tribunal, Gable n'ait pas parlé directement à la presse, seul son avocat a répondu aux questions. Des mois plus tard, il a commencé à donner plusieurs interviews où, à chaque occasion, il affirmait toujours que Wariena était une personne incontrôlable et agressive. Et pendant que toute cette attention médiatique restait centrée uniquement sur lui, les membres de la famille et les amis de la jeune fille, qui souffraient déjà énormément de sa perte, voyaient maintenant l'image de la victime être détruite, de plus en plus. Lorsque les médias ne présentaient qu'un seul côté de l'histoire et qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre que de souffrir en silence, Gable a été innocenté par la justice. Mais je dois avouer que je reste sceptique face à cette décision. Même s'il n'a pas poussé la jeune femme, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Concernant le fait que le jury ait estimé que ses actions n'ont en aucun cas eu une quelconque influence sur la mort de Wariena, laissez votre avis ici dans les commentaires et on se retrouve donc dans la prochaine affaire. À bientôt.